J'espère que tu seras une meilleure mère que tu n'as été une fille. » Ma mère, Martine, venait de lire ces mots à voix haute, la carte cadeau tendue devant elle comme un trophée. Son sourire satisfait flottait dans mon petit salon lyonnais, au milieu des ballons pastels et de l'odeur de gâteau aux amandes. C'était ma baby shower, un samedi après-midi de printemps, supposé célébrer la vie que je portais depuis 7 mois. Une dizaine d'amis et de membres de la famille étaient là, leurs visages figés entre la gêne et la pitié. Le papier cadeau froissé à mes pieds semblait soudain être les débris d'une trêve fragile que j'avais naïvement cru possible. Je les regardais, sans ciller, sentant le poids de chaque regard se poser sur mon ventre arrondi. Elle avait choisi son public, son moment, transformant ma célébration en son tribunal personnel. Le silence qui s'est installé était si lourd qu'il aurait pu étouffer la flamme des bougies. Le pire n'a pas été ces mots, mais ce qui a suivi, le rire nerveux de quelques invités, ce sont horribles qui valident une cruauté en la traitant comme une blague maladroite. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est durci, comme du verre refroidi trop vite. La douleur familière de ne jamais être assez bien a laissé place à une clarté glaciale. L'humiliation privée, celle que je subissais depuis mon enfance, venait de devenir un spectacle public. Si vous avez déjà ressenti cette piqûre d'injustice devant des témoins, vous savez exactement de quoi je parle. Ce n'était plus seulement une affaire entre elle et moi, c'était une question de dignité et surtout de protection pour l'enfant qui allait naître. Je ne pouvais pas le laisser grandir dans l'ombre de cette toxicité. Ma décision a été prise dans le temps suspendu de ce silence gêné. Le spectacle devait s'arrêter, et j'en serais la metteuse en scène. Cette phrase n'était que la partie visible d'un iceberg de mépris. Pendant des années, j'ai été la fille erreur, celle qui, selon elle, avait ruiné ses ambitions de carrière. J'ai supporté les critiques, les comparaisons incessantes avec des filles de ses amis que je ne connaissais même pas. Mais la véritable trahison était plus profonde, plus concrète. Il y a 2 ans, j'avais découvert qu'elle avait vendu l'appartement de ma grand-mère pour 180 000 € et avait gardé la totalité de la somme. Le testament stipulait pourtant clairement que cet argent devait être partagé équitablement entre ma sœur Sophie et moi. Sophie était là, assise sur le canapé, le visage pâle. Nos regards se sont croisés une seconde, et j'y ai vu la même blessure silencieuse, la même résignation lasse que je portais. Sauf que pour moi, la résignation venait de mourir. Ce que ma mère ignorait, c'est que sa cruauté n'était pas une surprise, mais un déclencheur attendu. Elle ne savait pas que je me préparais depuis 2 ans pour cette phrase exacte, ou une autre tout aussi venimeuse. Depuis la découverte du détournement de notre héritage, je n'avais pas agi par impulsion. J'avais choisi la patience, la stratégie. Je voulais que mon enfant soit conçu et porté dans la paix, loin d'un conflit familial explosif qui aurait pu nuire à ma santé. J'avais donc rassemblé des preuves, méticuleusement, légalement, en attendant le moment parfait pour agir, non pas en victime éplorée, mais en adulte déterminé. Et en faisant de ma baby shower une scène de théâtre pour sa propre glorification narcissique, elle venait de m'offrir ce moment sur un plateau d'argent. Il y avait un dossier dans le tiroir de la commode du salon qui n'attendait que ça. Ce souvenir de la carte cadeau n'était que la dernière pierre d'un édifice de ressentiment qu'elle avait bâti toute ma vie. Je me souviens encore, j'avais 19 ans, et elle venait de subir une opération compliquée au dos. J'ai quitté mon premier vrai travail. Un contrat à durée déterminée dans une petite librairie de la Croix-Rousse que j'adorais, pour m'occuper d'elle pendant les 8 mois de sa convalescence. Je lui préparais ses repas, je l'aidais à se laver, je lui lisais des livres quand la douleur l'empêchait de dormir. Je n'ai jamais compté les heures, ni attendu de reconnaissance particulière, car c'est ce qu'une fille est censée faire pour sa mère, n'est-ce pas? Pourtant, une fois remise sur pied, le seul commentaire qu'elle a fait a été de me reprocher d'avoir perdu mon temps, au lieu de chercher une formation plus sérieuse. Jamais un merci. Ce sacrifice, elle l'a effacé de sa mémoire comme une dette qu'elle refusait de payer. Cette ingratitude nourrissait son discours constant sur mes échecs. Pour elle, j'étais une déception ambulante, un rappel permanent de la carrière qu'elle avait abandonnée pour m'élever. Chaque choix que je faisais était scruté, jugé,
et inévitablement comparée à une version idéalisée de ce que j'aurais dû être. La fille de Catherine a eu son master de droit avec mention, elle au moins. Elle ne se contente pas de dessiner sur un ordinateur, m'avait-elle lancé un jour, devant mon compagnon. Elle parlait de mon travail de graphiste comme d'un passe-temps pour adolescente attardée. Chaque succès était minimisé, chaque erreur était montée en épingle, comme la preuve irréfutable de mon incapacité à être à la hauteur. Elle m'avait façonnée pour croire que je lui devais tout, alors qu'en réalité, c'était elle qui me vidait de toute confiance en moi, goutte à goutte, année après année. Mais la blessure la plus profonde n'était pas émotionnelle, elle était tangible, inscrite sur des documents officiels. Il y a 2 ans, après le décès de ma grand-mère, un silence étrange s'était installé autour de l'appartement qu'elle possédait dans le 6e arrondissement. Ma mère éludait toutes mes questions, prétextant que la succession était compliquée. Poussée par une intuition glaciale, j'ai entamé des démarches. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Elle avait vendu le bien pour 180 000 € et avait empoché la totalité de la somme. Le testament, que j'ai fini par obtenir, était pourtant d'une clarté limpide. Le produit de la vente devait être divisé à parts égales entre ma sœur Sophie et moi. Elle nous avait volés, sans l'ombre d'un remords, persuadée que cet argent lui revenait de droit, comme une compensation pour une vie de sacrifices imaginaires. Face à cette trahison, mon premier réflexe a été la confrontation. Mais j'ai vite compris que me lancer dans une bataille juridique, alors que nous essayons d'avoir un enfant, aurait été une folie. Je ne voulais pas que le début de sa vie soit empoisonné par cette haine. J'ai donc choisi la patience. J'ai contacté le fichier central des dispositions de dernière volonté pour obtenir une copie certifiée du testament. Ensuite, avec l'adresse de l'appartement, j'ai fait une demande au service de la publicité foncière et j'ai reçu la copie de l'acte de vente, détaillant le montant exact et le nom de l'unique bénéficiaire, ma mère. J'ai rangé ces preuves dans un dossier, bien à l'abri. J'ai attendu, laissant ma grossesse se dérouler dans le calme, sachant que le moment viendrait où sa propre arrogance la pousserait à commettre l'erreur de trop, celle qui me donnerait la légitimité de tout exposer. Alors que je la regardais savourer son petit triomphe au milieu de mon salon, ce n'était plus la jeune fille blessée qui la voyait, mais une future mère déterminée. Chaque ballon, chaque cadeau, chaque sourire de mes amis représentait le monde que j'étais en train de construire. Un monde de douceur et de sécurité pour mon enfant. Un monde où elle n'aurait plus sa place. Elle pensait m'infliger une dernière humiliation, mais elle ne faisait que justifier l'inévitable. Le dossier dans le tiroir de la commode, à quelques mètres de moi, me semblait presque vibrer d'impatience. Elle avait allumé l'incendie elle-même, et je m'apprêtais à lui tendre les documents qui prouveraient qu'elle n'avait plus rien pour l'éteindre. Son spectacle était terminé, le mien allait commencer. Le silence qui a suivi sa lecture était une chose vivante, une créature visqueuse qui rampait dans la pièce, étouffant les rires et les conversations. Mes amis me lançaient des regards désolés, ne sachant pas comment réagir. Ma mère, quant à elle, semblait se nourrir de cette gêne. Elle a reposé la carte sur la pile de cadeaux avec une lenteur calculée, son expression se voulant celle d'une matriarche bienveillante, dispensant une dure vérité pour mon propre bien. Elle a ensuite pris une coupe de champagne, ignorant superbement le malaise ambiant, et apporté un toast. À ma fille et à l'avenir. Puisses-tu apprendre de tes erreurs. Personne n'a levé son verre. Le tintement solitaire de sa propre coupe contre ses dents a résonné comme un verdict. C'était sa manière de reprendre le contrôle, de transformer son agression en une leçon de vie dont elle était la sage professeure. Elle ne s'excusait pas, elle se justifiait, et c'était encore pire que l'insulte initiale. Voyant que son toast avait fait un flop, elle a tenté de dissiper la tension avec une fausse légèreté, s'adressant à ma marraine, Isabelle. « Oh, tu sais comment sont les jeunes aujourd'hui, ils prennent tout au premier degré. Je veux juste qu'elle soit préparée. Élever un enfant, ce n'est pas un de ces petits projets de graphisme. C'est une responsabilité à vie. » Cette phrase était une seconde lame, plus insidieuse que la première. Elle ne se contentait plus de m'attaquer en tant que fille, mais dénigrait aussi ma profession et ma capacité à comprendre la portée de la maternité.
Elle me réduisait à une enfant capricieuse jouant à l'adulte. Ma sœur Sophie, assise en face de moi, a fermé les yeux un court instant, un geste minuscule de défaite et de solidarité. C'était la confirmation dont je n'avais plus besoin. Ma mère ne changerait jamais. Elle ne reculerait pas. Au contraire, elle enfoncerait le clou jusqu'à ce que je saigne, pour prouver qu'elle avait raison. C'est à cet instant précis que la tristesse qui m'habitait s'est évaporée, remplacée par un calme glacial. Une sorte de certitude absolue. La douleur avait laissé place à la résolution. Je l'ai regardée, non plus comme ma mère, mais comme une adversaire. J'ai vu le public qu'elle s'était choisi, mes amis, ma famille, les gens que j'aimais. Elle avait voulu en faire les témoins de mon humiliation. Je ferais d'eux les témoins de sa chute. Mon plan initial était d'attendre la naissance, d'agir légalement et discrètement, mais elle avait choisi cette arène. Elle avait transformé ma célébration en tribunal. Très bien. J'allais accepter les termes qu'elle avait elle-même fixés. Je ne me battrais plus pour son approbation, qui ne viendrait jamais. Je me battrais pour la justice, pour l'argent qu'elle nous avait volé, à ma sœur et à moi. Et surtout, pour tracer une frontière infranchissable entre son monde toxique et celui que je construisais pour mon fils. Je me suis levée lentement, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. Le silence est revenu, mais cette fois, il était chargé d'anticipation. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai souri, un sourire sincère mais dénué de toute chaleur. Merci maman, pour ce conseil si précieux. C'est vrai, être une bonne mère est la chose la plus importante au monde. J'ai marqué une pause, laissant mes mots flotter dans l'air. Elle m'a regardée avec méfiance, sentant le piège se refermer sans comprendre d'où il venait. J'ai poursuivi, ma voix claire et posée, sans le moindre tremblement. Et à ce propos, puisque nous parlons des devoirs d'une mère, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'une bonne mère est censée faire avec les 180 000 € de l'héritage que grand-mère a laissé spécifiquement pour ses 2 petites filles? Le choc sur son visage a été ma première récompense. La couleur a quitté ses joues, la laissant livide. Les murmures ont commencé à onduler dans la pièce. Avant qu'elle ne puisse formuler un mensonge, une excuse ou une nouvelle attaque, j'ai tourné le dos et j'ai marché vers la vieille commode en chêne qui se trouvait près de la fenêtre. Chaque pas sur le parquet grinçant semblait résonner comme un conte à rebours. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que tous les yeux étaient fixés sur moi, y compris ceux de ma marraine avocate, dont le cerveau devait déjà tourner à plein régime. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui où je gardais les choses importantes. Le dossier plastifié était là, frais au toucher, attendant patiemment son heure. Le spectacle de ma mère était terminé. Le mien ne faisait que commencer, et les preuves étaient prêtes à entrer en scène. J'ai traversé le salon, le dossier en main, et je l'ai tendu non pas à ma mère, mais à ma marraine, Isabelle. Toi qui es avocate, tu peux peut-être nous éclairer. Ma voix était d'un calme qui me surprenait moi-même. Le chaos a éclaté, mais un chaos feutré, fait de chuchotements choqués et de regards fuyants. Ma mère a tenté de balbutier une défense, parlant de malentendus, de gestion compliquée, mais ces mots se perdaient dans l'air lourd. La fête était morte. Les invités ont commencé à partir un par un, prétextant des rendez-vous imaginaires, laissant derrière eux des assiettes de gâteaux à moitié mangées et une atmosphère de désastre. Je ne les ai pas retenus. Je me suis assise sur le canapé, près de ma sœur Sophie, et j'ai attendu. Je ne ressentais ni tristesse ni colère, seulement le vide glacial d'une décision irrévocable. Le pont qui me reliait à elle venait de brûler, et j'étais celle qui tenait l'allumette. Quand il n'est resté que ma sœur, mon compagnon et Isabelle, celle-ci a fermé le dossier avec un claquement sec. Elle a enlevé ses lunettes, les a nettoyées méticuleusement avec un coin de son écharpe, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Chloé, ce n'est pas un malentendu, c'est un délit. » Son ton n'avait rien de compatissant. Il était factuel, clinique. Le testament est authentifié, l'acte de vente est officiel. Elle a reçu 180 000 € qui ne lui appartenaient pas. La moitié pour toi,
La moitié pour Sophie, c'est limpide. Isabelle n'était pas seulement ma marraine. Elle était l'une des meilleures avocates en droit de la famille de Lyon. Sa validation n'était pas un soutien émotionnel, c'était une arme. Elle a posé sa main sur la mienne, et son contact était ferme, rassurant. Tu as toutes les cartes en main. Il faut juste décider comment tu veux jouer la partie. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait la validité de ma douleur avec des faits, pas des mots de réconfort. La nuit qui a suivi, je n'ai pas dormi. Mon compagnon est resté à mes côtés, sa présence silencieuse un baume sur la blessure béante. Le plan est né dans ces heures sombres, non pas d'un désir de vengeance, mais d'une nécessité de justice. Le lendemain matin, j'ai appelé Isabelle. « Je ne veux pas d'un procès long et destructeur, » lui ai-je dit. « Je veux que ce soit rapide, chirurgical. » Elle a compris immédiatement. « D'accord. Première étape, une mise en demeure. Une lettre d'avocat officielle qui lui donne un délai de 15 jours pour restituer la totalité de la somme, soit 90 000 € à toi et 90 000 à Sophie, sous peine de poursuite pénale pour abus de confiance. C'est non négociable. On ne demande pas, on exige. Le mot « exiger » a résonné en moi. Toute ma vie, j'avais demandé son amour, son approbation, sa reconnaissance. Pour la première fois, j'allais exiger quelque chose de concret, d'indiscutable, ce qui m'était dû. Avant de donner mon feu vert à Isabelle, je devais en parler à Sophie. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de fixer une tasse de café froid. Ses yeux étaient rougis. Elle avait subi le même vol, la même dévalorisation, mais elle avait toujours choisi le silence pour préserver une paix fragile. Je me suis assise en face d'elle et je lui ai exposé le plan d'Isabelle, point par point. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de participer, que je le ferais seule si nécessaire, mais que c'était aussi son argent, son histoire. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a levé les yeux vers moi. Elle nous a dit que grand-mère n'avait rien laissé, qu'elle était partie sans un sou. Elle nous a menti pendant 2 ans. Une larme a roulé sur sa joue, une seule. « Fais-le, Chloé, je suis avec toi. » Son accord n'était pas seulement une permission, c'était la fin de notre solitude partagée. Nous n'étions plus 2 victimes isolées, mais 2 sœurs unies contre une injustice commune. Avec l'accord de Sophie, la machine était lancée. Isabelle a passé la journée du lundi à rédiger la mise en demeure. Chaque mot était pesé, chaque article de loi cité avec une précision redoutable. Le document n'était pas une supplique, c'était un ultimatum. Elle me l'a envoyé par courriel pour que je le relise. En voyant nos noms, noir sur blanc, réclamant justice, j'ai senti le poids de 28 années de soumission commencer à se soulever de mes épaules. Ce n'était plus une simple dispute de famille, c'était devenu une affaire légale, formelle, irréfutable. Ma mère avait toujours contrôlé le récit, se peignant en martyr et moi en fille ingrate. Mais ce papier, ce simple document officiel, allait détruire cette fiction pour toujours. Il ne restait plus qu'à le lui remettre en main propre. Isabelle m'a conseillé de le faire dans un lieu neutre, mais je savais exactement où et quand cela devait se produire. Le prochain dîner de famille était prévu pour le dimanche suivant, et je comptais bien m'y rendre. Le dimanche suivant, nous sommes arrivés chez ma mère pour le traditionnel déjeuner dominical. L'odeur du poulet rôti aux herbes flottait dans l'air, une tentative pathétique de normalité qui contrastait violemment avec la tension que je sentais vibrer sous ma peau. Mon compagnon me tenait la main, sa paume chaude contre la mienne, un ancrage silencieux dans la tempête à venir. Sophie était déjà là, assise sur le canapé du salon, son visage pâle mais résolu. Ma mère, quant à elle, jouait son rôle à la perfection, allant et venant de la cuisine avec des sourires forcés et des questions enjouées sur la décoration de la chambre du bébé. Elle se comportait comme si la baby shower n'avait été qu'un léger malentendu, un nuage passager dans le ciel bleu de notre relation. Elle pensait pouvoir effacer sa cruauté par un bon repas et une attitude de fausse bienveillance. Elle n'avait aucune idée que ce déjeuner ne serait pas une réconciliation, mais une reddition de comptes. Nous nous sommes installés à table, et le repas a commencé dans une atmosphère faussement conviviale.
Mon oncle et ma tante étaient également présents, complétant le tableau d'une famille unie. Ma mère a levé son verre, le regard brillant. À la famille et aux nouvelles générations qui arrivent. Il faut bien s'occuper d'eux, leur offrir un bon départ dans la vie. C'est le devoir des parents, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour mes filles. Cette phrase, prononcée avec une autosatisfaction dégoulinante, a été l'étincelle que j'attendais. Le mensonge était si énorme, si éhonté, qu'il a aspiré tout l'air de la pièce. J'ai posé délicatement ma fourchette, le bruit du métal contre la porcelaine, résonnant dans le silence soudain. J'ai croisé le regard de Sophie de l'autre côté de la table. C'était le moment. Le spectacle de la mère martyre et dévouée allait prendre fin, ici et maintenant. J'ai sorti de mon sac une grande enveloppe Kraft que j'ai posée sur la nappe blanche, à côté de mon assiette. Puisque tu parles de notre avenir et du devoir d'une mère, j'ai quelque chose pour toi. Ma voix était si calme qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Tous les regards se sont tournés vers l'enveloppe. Ceci, maman, est une mise en demeure officielle, rédigée par maître Isabelle Dubois. J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle sur la table. Elle te somme de restituer, sous 15 jours, la somme de 180 000 € que tu as perçue en vendant l'appartement de grand-mère, argent qui, selon son testament, devait être divisé à parts égales entre Sophie et moi. 90 000 € chacune. Tout est là, en noir sur blanc. Le testament, l'acte de vente, les preuves. Le silence n'était plus gêné. Il était devenu glacial, coupant comme du verre brisé. La main de ma mère, qui s'avançait pour prendre l'enveloppe, s'est figée en plein vol. Son visage a perdu toute couleur, la laissant avec un masque de cire. Mon oncle a laissé tomber sa serviette sur ses genoux, son regard allant de moi à ma mère, avec une incrédulité totale. Sophie, à côté de lui, a simplement hoché la tête, un mouvement lent et délibéré qui validait chaque mot que je venais de prononcer. Il n'y a eu ni cris, ni larmes, ni dénégations hystériques. Juste le poids écrasant de la vérité exposée au grand jour, une vérité qui détruisait des décennies de mensonges et de manipulations en quelques secondes. La matriarche venait d'être détrônée devant sa propre cour, et son royaume de faux-semblants s'effondrait autour d'elle. Elle n'était plus une mère protectrice, mais une voleuse prise la main dans le sac, et tous les témoins étaient là pour le constater. Je me suis levée, suivie immédiatement par Sophie et mon compagnon. Nous ne resterons pas pour le dessert. Ma voix n'a pas tremblé. Tu as 15 jours, maman. Après ça, la plainte pour abus de confiance sera déposée au tribunal. Ce n'est pas une menace, c'est une conséquence. J'ai regardé une dernière fois son visage défait, non pas avec haine, mais avec une sorte de pitié froide. Elle n'a rien répondu. Nous avons tourné les talons et quitté la maison sans un regard en arrière, laissant derrière nous les ruines de ce déjeuner dominical et une famille forcée de choisir son camp. En franchissant la porte, j'ai senti pour la première fois un poids immense se soulever de mes épaules. La guerre n'était peut-être pas finie, mais j'avais gagné la bataille décisive, non pas en criant plus fort, mais en disant simplement la vérité. Et cette vérité était enfin devenue la mienne. Les jours qui ont suivi ce déjeuner dominical se sont écoulés dans un silence assourdissant. Isabelle n'a pas perdu une seconde. Le lundi matin, une lettre recommandée avec accusé de réception partait de son cabinet. Le document était froid, impersonnel, citant les articles du Code civil relatifs à l'abus de confiance et au recel successoral. Chaque phrase était une lame de rasoir juridique, dépouillée de toute émotion. Il n'y avait plus de place pour les interprétations, les manipulations ou les larmes de crocodile. C'était devenu une affaire de chiffres, de dates et de lois. En recevant la copie par courriel, j'ai ressenti un étrange soulagement. La bataille n'était plus la mienne seule. Elle était désormais portée par la force impartiale de la justice. Ma mère avait toujours tordu les mots pour en faire des armes contre moi. Mais face au langage du droit, ces mensonges perdaient toute substance, se réduisant à ce qu'ils étaient vraiment. Une fraude. Le délai de 15 jours a commencé. Pendant cette période, ma mère n'a pas appelé. Pas une seule fois. Je m'attendais à des cris, des menaces, des tentatives de chantage affectif,
Mais il n'y a eu que le silence. Un silence qui, je le savais, n'était pas du remords, mais de l'orgueil pur. Elle devait être persuadée que c'était un coup de bluff, que je n'oserais jamais aller jusqu'au bout, que la petite fille effrayée qui cherchait son approbation finirait par céder. Elle sous-estimait la force d'une mère, protégeant son enfant à naître. Chaque jour qui passait sans un mot de sa part renforçait ma détermination. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de principe. Son silence était son dernier acte de mépris, sa façon de me dire que ma demande n'avait aucune valeur, aucune légitimité à ses yeux. Elle attendait que je craque. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais incassable. La nouvelle, cependant, s'était répandue comme une traînée de poudre. Mon oncle et ma tante, témoins de la scène, avaient parlé. Ma tante m'a appelée, non pas pour me juger, mais pour m'écouter, sa voix empreinte d'une tristesse choquée. Elle m'a avoué que ma mère leur avait toujours dépeint un tableau de difficultés financières, se plaignant de ses sacrifices pour nous élever. La révélation de ce détournement d'héritage a fait voler en éclats l'image de martyr qu'elle avait si soigneusement entretenue pendant des décennies. Les invitations au dîner de famille se sont taries pour elle. Les appels de ses propres sœurs se sont espacés. Elle, qui avait fait de l'opinion des autres le baromètre de sa vie, se retrouvait soudainement isolée, confrontée au miroir que je lui avais tendu. Sa plus grande peur n'était pas de perdre son argent, mais de perdre son public. Et son public venait de quitter la salle. Le 14e jour, à la veille de l'expiration du délai, j'ai reçu une notification de ma banque. Un virement de 90 000 € venait d'être crédité sur mon compte. J'ai immédiatement appelé Sophie. Sa voix tremblait légèrement quand elle m'a confirmé avoir reçu la même somme. Il n'y a eu aucun message, aucune explication, aucune tentative d'excuse. Juste l'argent, transféré dans une transaction froide et anonyme. C'était sa reddition. Elle avait payé, non pas par sens de la justice, mais parce qu'Isabelle lui avait clairement fait comprendre que l'alternative était une plainte au pénal, une humiliation publique et des frais de justice bien plus élevés. Elle n'avait pas agi par amour ou par regret, mais par peur des conséquences. C'était la preuve finale que notre relation n'avait jamais été basée sur l'affection, mais sur un rapport de force qu'elle venait de perdre définitivement. L'argent était sur mon compte, mais je n'ai ressenti aucune joie triomphale. Seulement une profonde et calme libération. C'était la fin. La fin des manipulations, des humiliations, de l'attente vaine d'une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Je n'ai pas cherché à la recontacter, et elle non plus. Le pont entre nous n'était pas seulement brûlé, ses cendres avaient été dispersées par le vent. J'ai utilisé une partie de l'argent pour l'apport d'un appartement plus grand, un nid douillet pour mon fils qui allait bientôt arriver. J'ai placé le reste pour son avenir. Ma mère nous avait volé un héritage matériel, mais en la confrontant, j'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux. Ma paix d'esprit et la liberté de construire ma propre famille, loin de son ombre toxique. Elle avait payé sa dette, mais la véritable justice n'était pas dans cette transaction bancaire. Elle était dans le futur que je m'apprêtais à écrire sans elle. 6 mois plus tard, mon fils Léo est né dans le calme d'une matinée de septembre. Tenir ce petit être dans mes bras pour la première fois n'a pas été une victoire sur ma mère, mais une victoire pour moi-même. C'était la preuve tangible que j'avais réussi à briser le cycle, à créer un sanctuaire de paix, là où il n'y avait eu que du bruit et de la fureur. Avec l'argent récupéré et nos économies, nous avons acheté un appartement plus grand, avec une chambre baignée de lumière qui donne sur un petit parc. Chaque matin, en le regardant dormir, je ne ressens plus la colère du passé, mais une gratitude immense pour le futur que je lui construis. La justice que j'ai obtenue n'était pas dans le virement bancaire, mais dans ce silence apaisé, dans le droit de commencer ma propre histoire, sur une page blanche, avec les seuls mots que je choisis d'y écrire. Cet argent n'était qu'un outil. La vraie richesse était la liberté qu'il m'a permis d'acheter. Ma sœur Sophie est devenue une présence constante et douce dans cette nouvelle vie. Elle passe presque tous les jours après son travail, non pas par obligation, mais par un désir sincère de faire partie de ce nouveau chapitre. Elle est la marraine de Léo, et la voir le tenir dans ses bras, le visage illuminé d'un amour pur, est une des plus belles réparations que la vie pouvait m'offrir.
Notre lien, autrefois forgé dans une souffrance partagée et silencieuse, s'est transformé en une alliance joyeuse et solide. Nous ne parlons presque jamais de notre mère. Nous n'en avons pas besoin. Notre complicité se nourrit désormais de projets, de rires, et du futur de ce petit garçon qui grandira en sachant ce qu'est une famille aimante et saine. En nous battant pour notre héritage, nous n'avons pas seulement récupéré de l'argent. Nous nous sommes retrouvés l'une l'autre, libérés du poids de devoir l'aménager. Quelques semaines après la naissance de Léo, un colis est arrivé. C'était un ensemble en cachemire hors de prix, accompagné d'une carte sans un mot, juste sa signature. Je n'ai pas ouvert le paquet. Je l'ai simplement scellé à nouveau et l'ai renvoyé à l'expéditeur avec la mention « Refusé ». C'était mon dernier mot, un acte posé sans colère ni haine, mais avec la clarté d'une frontière définitivement tracée. Je n'avais plus besoin de ses cadeaux pour me sentir aimée, ni de son approbation pour exister. J'ai appris plus tard par ma tante qu'elle se plaignait de mon ingratitude, tentant de se draper une dernière fois dans son rôle de victime. Mais personne n'était dupe. Son public l'avait abandonnée. Son silence n'est plus une punition qu'elle m'inflige, mais un espace de tranquillité que je préserve jalousement. Elle a perdu le pouvoir de me blesser le jour où j'ai cessé d'attendre qu'elle m'aime. La plus grande leçon de cette épreuve est que la véritable force d'une mère ne réside pas dans les sacrifices qu'elle prétend faire, mais dans sa capacité à protéger. J'ai dû détruire l'image de la mère que j'avais pour devenir celle que mon fils méritait. J'ai compris que l'amour ne doit jamais être une dette. Il ne doit pas être conditionné à la soumission ou au silence. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même et envers ceux que l'on veut protéger est de dire non. Non à la manipulation, non à l'injustice, non à une relation qui vous diminue. Ce n'est pas un échec, c'est une affirmation de sa propre valeur. Ce n'était pas une vengeance contre elle, mais un acte de naissance pour moi. Je suis née une seconde fois en devenant mère, non pas en donnant la vie, mais en choisissant comment la mienne serait vécue. Aujourd'hui, quand je regarde mon fils gazouiller dans son berceau, je ne vois pas le reflet de mes blessures, mais la promesse d'un avenir différent. Mon histoire avec ma mère est terminée, rangée dans un tiroir de mon passé, comme ces preuves que j'avais autrefois accumulées. Elles ne sont plus des armes, mais des souvenirs d'une bataille gagnée, celle qui m'a permis d'être ici, sereine et entière. Je lui ai pardonné, non pas pour elle, mais pour moi. Je lui ai pardonné de ne pas être la mère dont j'avais besoin, car en le faisant, je me suis donné la permission de devenir celle que je voulais être. Ma plus grande réussite n'est pas d'avoir récupéré ce qui m'était dû, mais d'avoir appris que j'étais digne de le réclamer. Et vous, auriez-vous eu le courage de transformer une fête de famille en tribunal pour obtenir justice ?